le canal de Panama est reconnu comme l'une des voies navigables les plus cruciales à l'échelle mondiale, établissant un lien essentiel entre l'océan Atlantique et l'océan Pacifique. Sa construction, qui a duré une décennie entière, a été achevée en l'année 1916. Ce canal s'étend sur une longueur de plus de 80 km et il faut environ 10 heures pour le traverser d'un bout à l'autre. Doté de 12 écluses, il accueille chaque année environ 14 000 navires qui empruntent cette voie d'eau vitale. Les origines de ce concept remontent au XVIe siècle, une période où les Espagnols étaient activement engagés dans l'exploration et l'étude de la possibilité de construire un canal. Cependant, malgré leurs efforts, l'idée s'est heurtée à de nombreuses difficultés majeures, en raison du manque de faisabilité technique et des vastes ressources financières qui étaient nécessaires pour la réalisation de ce projet ambitieux. Par conséquent, le concept de canal est resté à l'état théorique et n'a pas été poursuivi, jusqu'à ce que l'empire colonial espagnol s'effondre. En 1846, la Colombie, étant donné que le Panama n'était pas encore une entité distincte à cette époque, a accordé aux Américains des droits exclusifs pour le transit à travers l'isthme de Panama. 4 années plus tard, la première liaison ferroviaire transcontinentale au monde était établie, marquant une étape majeure dans l'histoire du transport. En l'an 1869, le monde du transport maritime a connu un changement révolutionnaire avec l'ouverture du canal de Suez. Ce canal nouvellement ouvert a considérablement raccourci la route maritime entre l'Asie et l'Europe, modifiant ainsi les routes commerciales mondiales. Son créateur, Ferdinand de Lesseps, un ingénieur français, a acquis une renommée mondiale grâce à son œuvre. 9 ans plus tard, en 1878, le gouvernement colombien a accordé aux Français une concession pour entreprendre la construction du canal de Panama. Malgré des différences significatives dans l'estimation des coûts de construction, la vente d'actions pour financer ces dépenses s'est étonnamment bien déroulée. En fait, c'est la seule partie de ce projet gigantesque qui s'est déroulée sans encombre, sans aucun problème majeur. Les constructeurs français, qui avaient une solide expérience dans la construction du canal de Suez, étaient habitués à gérer la pénurie d'eau. Cependant, ils ont découvert que les conditions climatiques au Panama étaient bien plus ardues. L'humidité atteignait 98, et des pluies torrentielles s'abattaient sans relâche de mai à novembre, provoquant une corrosion rapide des pièces mécaniques. La dense forêt tropicale ne faisait qu'exacerber les difficultés rencontrées. Le paludisme et la fièvre constituaient des préoccupations majeures. Les symptômes, tels que des frissons, une forte fièvre et une soif intense, n'étaient que le début des souffrances, et les ouvriers ont commencé à mourir en grand nombre. Bien que la compagnie universelle ait documenté des décès, elle n'était pas la principale responsable de la plupart des travailleurs. Ce sont les sous-traitants qu'elle a engagés qui le sont. Ces sous-traitants licenciaient souvent les travailleurs aux premiers signes de maladie. Officiellement, le nombre de morts est de 22-0, mais le chiffre réel pourrait être 3 fois plus élevé. Un ingénieur a rapporté qu'un mois après son arrivée, il était le seul survivant d'un groupe de 16 personnes. La situation est devenue extrêmement critique, ce qui a entraîné une grave pénurie de lits d'hôpitaux. Il est devenu courant et pénible de voir des cercueils apportés dans les chambres d'hôpital, et même pour des patients encore en vie. Leur état était si critique que l'on savait qu'il ne leur restait que quelques heures à vivre. Cette pratique visait à libérer rapidement des lits. Les retards dus aux maladies généralisées ont considérablement augmenté les coûts, conduisant le maître d'œuvre français à la faillite, avec de nombreux actionnaires. La tentative française de construire le canal a causé la mort de plus de 20 ouvriers et gaspillé 287 millions de dollars. La France, motivée par le profit, échoue et ne pense pas reprendre le projet. Cependant, pour les États-Unis, le canal reste crucial d'un point de vue stratégique. Le président Theodore Roosevelt, par le biais d'une loi, approuve l'achat des actions françaises pour 40 millions de dollars, permettant ainsi aux Américains d'acquérir tous les droits et équipements utilisés jusqu'à présent. Les Américains ont également signé un traité avec la Colombie, leur permettant de louer le canal de Panama et une zone de 6 miles autour pour une durée de 100 ans. La Colombie devait initialement recevoir 10 millions de dollars et ensuite 250 millions de dollars sur une période de 100 ans. Bien que cela paraissait résolu, le Sénat colombien n'a pas ratifié le traité, créant ainsi un obstacle qu'il était impossible de surmonter. En fait, le Sénat colombien et les États-Unis sont ceux qui ont contribué à la création de l'État panaméen. Les décideurs américains, déçus par la position de la Colombie, ont opté pour soutenir la création de ce nouvel État.
le Panama ne disposait pas d'une présence militaire colombienne significative, et la jungle dense qui l'entourait facilitait la mise en œuvre du plan américain. Les plans pour l'indépendance du Panama ont été soigneusement élaborés en Amérique. Le drapeau a été dessiné, et le système politique du nouveau pays a été mis en place avec soin. La flotte américaine a rapidement pris le dessus sur les forces colombiennes, et à la fin de l'année 1903, les États-Unis ont officiellement reconnu l'indépendance du Panama. Cela a ouvert la voie à la construction du canal. Dans un premier temps, les efforts ont été concentrés sur la réduction du paludisme et de la fièvre, qui avaient auparavant dévasté la main-d'œuvre française. Les moustiques ayant été désignés comme les principaux responsables, il a été décidé d'éliminer régulièrement les eaux stagnantes où les moustiques se développaient. Les zones humides situées à proximité du chantier ont également été asséchées. Ces actions préventives ont été efficaces et ont permis de réduire le nombre d'infections. Cependant, malgré ces mesures, 5500 travailleurs américains sont morts pendant la construction. La phase initiale du projet de construction s'est avérée très difficile. Les ressources laissées par les Français sont insuffisantes, forçant les Américains à importer leur propre matériel. En outre, il y a un manque de travailleurs prêts à s'engager dans le projet. Les Américains pensent à employer des travailleurs chinois, mais cette proposition rencontre l'opposition des Panaméens. Par conséquent, ils se tournent vers les travailleurs originaires des Caraïbes. La Barbade notamment a fourni environ 35 000 travailleurs, représentant 40% de sa population masculine. À l'époque de la construction du canal de Panama, les travailleurs caribéens ont eu l'opportunité de découvrir la médecine moderne grâce à leur contrat de travail, qui incluait des soins médicaux gratuits. Leur salaire, qui était de 10 cents de l'heure, était considéré comme équitable pour cette période. Bien que cela semble peu aujourd'hui, il y a un siècle, pour des travailleurs non qualifiés, un salaire de 10 cents de l'heure était tout à fait décent. Au fur et à mesure que les travaux progressaient, d'autres personnes ont été recrutées. En l'année 1970, 32 000 personnes travaillaient sur le projet du canal. 3 ans plus tard, le nombre de navires a atteint 40 000. Lorsque le projet a été terminé, il y avait un total de 50 000 travailleurs employés. Le canal de Panama a été achevé en 1914. L'ESS Cristobal a été le premier à le traverser de manière non officielle, et 2 semaines plus tard, l'ESS Ancon a effectué le passage officiel. Malgré la guerre en cours, le trafic initial était modeste. Cependant, peu de temps après, le canal de Panama est devenu une voie navigable essentielle. Pendant presque 75 ans, il est resté sous contrôle des États-Unis. Les traités Torrijos-Carter, signés le 7 septembre 1977, stipulaient qu'en 1999, le contrôle serait transféré au Panama. Depuis ce moment-là, les droits de transit sont devenus une part très importante du PIB du Panama, atteignant parfois jusqu'à 45%. Cependant, au fil du temps, il a été observé que le canal faisait face aux défis posés par les nouveaux navires, plus grands, qui devaient éviter de passer par le canal de Panama. Pour résoudre cela, le président panaméen Martín Torrijos a suggéré d'agrandir le canal. De plus, lors d'un référendum, les Panaméens se sont prononcés en faveur de l'élargissement et de l'approfondissement du canal. En 2016, le canal, après avoir été élargi, a permis au gaz liquéfié américain, au charbon colombien et aux minerais de fer brésiliens d'atteindre les marchés asiatiques. Cet élargissement, qui a coûté 5 250 $, a été achevé avec 2 ans de retard. L'investissement a été considéré comme un succès et devrait générer 2 milliards de dollars supplémentaires chaque année. Les prix des traversées de canaux varient considérablement en fonction de la conjoncture économique ou de la période de l'année. La traversée d'un cargo coûte environ 50 000 $, tandis que celle d'un yacht coûte environ 200 $.